L'un des acquis essentiels de la Révolution française était l'émancipation des Juifs, étendue à l'Allemagne et à l'Autriche par Napoléon. Les églises catholiques et orthodoxes n'étaient cependant pas d'accord et le très conservateur Congrès de Vienne sonne le retour des lois médiévales en Europe. Les Juifs attendront un demi-siècle pour obtenir enfin des droits égaux. Souvent bien éduqués, urbains et cosmopolites, les anciens parias véhiculent des valeurs d'ouverture et d'échange, mal perçues par les communautés nationales traditionnelles. En Ukraine alors autrichienne, ainsi qu'à Vienne et en Allemagne, de nombreux réfugiés affluent de Russie et de ses colonies polonaises, où l'inégalité demeure, mais aussi les pogroms et les tensions politiques. Metternich, chancelier d'Autriche, disait de la Suisse qu'elle était un cloaque d'entrepreneurs en mouvements sociaux. Des centaines de révolutionnaires se mêlent aux milliers d'étudiants étrangers. Les 2/3 sont sujets de l'Empire russe, espionnés par l'Okhrana du tsar. À Genève, 1 millier de russophones habitent plein palais, surnommé la Petite Russie. Les 3/4 sont juifs, car privés d'accès aux universités russes. Les débats sont sans fin. Les bolcheviks veulent la mort des nations. Les sionistes, de gauche ou de droite, rêvent d'une nation juive en Palestine, tandis que le Bund veut une nation juive laïque en Russie. Comme la question juive, la question nationale est sur toutes les lèvres. Entre le Congrès de Vienne de 1815 et celui de Berlin en 1878, une petite douzaine d'empires et guère plus de pays indépendants se sont partagés le monde. Même les pays d'Amérique latine n'ont échappé aux empires ibériques que pour entrer dans l'orbite états-unienne. Ces empires vivent sous la coupe d'un pouvoir central fort, souvent ethnique, qui opprime ces minorités nationales. Or, qui dit oppression dit rébellion et donc police politique. L'Okhrana étend sa toile partout où se sont exilés des réfugiés politiques russes, notamment près de Montreux, où elle fait cambrioler la villa d'un médecin russe, Élie de Sion. Elle y découvre l'un des rares exemplaires existants du Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, un roman de 1860, interdit et détruit, dans lequel Napoléon III et les francs-maçons s'emparent du monde. Le docteur de Sion voulait l'utiliser pour discréditer le ministre de Witt, un franc-maçon qui modernise la Russie au pas de charge. L'ouvrage remonte jusqu'à Paris où l'ambassadeur russe est aussi le chef de l'Okhrana en France. En pleine affaire Dreyfus, il veut convaincre le tsar de ce qu'il nomme la fourberie juive et charge Matvei Golovinsky de remplacer partout dans le livre Napoléon III par les Juifs. Indicateur, Golovinsky était payé par l'Okhrana pour écrire des calomnies sur les rivaux de son cousin Lénine, dont la police secrète privilégiait l'ascension politique. Son extrémisme était censé l'écarter à vie du pouvoir, tandis que sa popularité détournait nombre d'ouvriers du socialisme modéré, seul vrai danger aux yeux du régime. Accessoirement, son adjoint Malinovski était un agent provocateur de l'Okhrana. Quand Lénine montait, Malinovski montait avec. Devenu protocole des sages de Sion, le roman de Joly est donc présenté au tsar, mais Nicolas II, francophile, a suivi l'affaire Dreyfus. Il devine qu'il s'agit d'une provocation et interdit sa diffusion. La Première Guerre mondiale s'est terminée par l'implosion des empires allemands, russes, austro-hongrois et ottomans, libérant des dizaines de pays indépendants. Les empires français et britanniques se renforcent momentanément. Pour l'heure, l'assassinat de Simon Petliura agite le tout Paris politique. L'assassin a été arrêté. Juif, il clame avoir voulu venger les pogroms d'Ukraine. Sauf que Petliura, franc-maçon ukrainien, n'était pas antisémite. Il avait conclu un accord avec Jabotinsky, leader sioniste polonais, et il a fait fusiller des auteurs de pogroms. Social-démocrate modéré, pro-occidental, Petliura était en revanche l'ennemi juré des soviétiques.
De la SDN à Genève, Allen Dulles, futur fondateur de la CIA, crie au complot soviétique. Ce que Beria confirme dans ses notes personnelles. Comme probablement son maître Staline, Beria travaillait pour la police du Tsar avant de devenir le patron du NKVD, l'ancêtre du KGB. La mort de Petliura fait coup double. Un opposant ukrainien est éliminé par un extrémiste juif. Et pendant que l'extrême droite hurle au complot juif, Staline entame sa conquête du pouvoir soviétique par l'élimination de la vieille garde bolchevique, souvent juive. Dès 1922, pour contrer le traité de Versailles qui interdit le réarmement allemand, des officiers de la Reichswehr ont été se former en URSS. Ils en ramènent le protocole des sages de Sion, que les nazis commencent à répandre en Europe. En 1933, à Berne, un tribunal interdit la diffusion du protocole. Au procès, Chaim Weizmann y explique la diversité d'opinions des Juifs. Alexandre Duchela, officier de renseignement français, brandit la source originale de 1860, dont des passages entiers ont été recopiés à la virgule près.